Alexandre, c'est quoi le théâtre engagé ? Oui, c'est quoi le théâtre engagé ? Mais comment se fait-il que j'interroge Ariane Mnouchkine sur le théâtre engagé ? Le 28 avril 2017, 10 jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Que s'est-il passé que des idées de fascisme sont devenues à la mode ? Voilà comment c'est arrivé. Quand il y a quelques mois, on nous a proposé de faire une captation d'une pièce de Thomas Bernhard, présentée par une troupe amateur à l'île d'Ar, dans le golfe de Morbihan, je n'ai pas hésité une seconde. On m'a fait le reproche qu'on essaierait trop. Thomas Bernhard est l'un de mes écrivains préférés. Je suis hypnotisé par sa fascination pour la mort et par son regard chirurgical sur la bourgeoisie contemporaine en Autriche, attirée par le nazisme. Bernhard le montre de façon si directe, avec un humour noir, que chaque spectateur pense « ce n'est pas moi ». Et on ne sait plus s'il faut rire ou pleurer. Moteur. Tout ou rien, 3e bis. Action. Il y a Monsieur Zornerder qui est encore en train de creuser une tombe. Ah, c'est vrai. C'est Monsieur Gessratner qui est mort si subitement écrasé. Mais la tête, carrément. Toute la tête, il a eu écrabouillé. Ah oui, mais ça, quand c'est le moment que ça finisse, il faut que ça finisse la vie. Je préfère pas regarder. Bah quoi donc? Quand c'est qu'on enterre quelqu'un, ce pauvre Monsieur Gessratner, lui qui était tellement bien pourtant. Voyez-vous, moi, je crois bien qu'il faisait des affaires pas claires. Il m'a toujours paru suspect. Ça y a du vrai là-dedans. Il faut pas toujours voir le mal. Moi, je vois pas toujours le mal chez les gens. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais la plupart, ils sont mauvais. Aujourd'hui, les gens meurent comme des mouches, qu'ils sortent dans la rue ou pas. Ils meurent dans leur lit, ils meurent dans la rue. Mais mourir bêtement comme ça, écrasé par un Turc, on aurait dû l'enfermer, hein. Seulement, c'était pas sa faute. Quel racaille, ils regardent à l'intérieur maintenant. Ils viennent tout nous manger, hein. Ils font rien, ils viennent tout nous manger. Puis ils sont sales comme des cochons. Ils se lavent même pas, de toute l'année ils se lavent pas. Seulement, ils y sont pour rien si Monsieur Gessratner est mort. Mais ça, moi je m'en fiche, ça m'intéresse pas. C'est les gazés qu'il faudrait. Tous ces types-là, faudrait les gazer. Hein. Ah, parce qu'ils ont des poux. Ils sont des punaises. À faire des enfants, ça ils savent. Hein. Mais quand il s'agit de travailler, plus personne. Parce que ce soit des Turcs ou des Yougoslaves, faudrait tous les gazer, tous. Vous énervez pas comme ça, Madame Trutzwald. Faudrait tous les gazer, tous gazer. J'interroge Dani Goebel. C'est elle qui a mis en scène le Dramuscule. Je me demande pourquoi son choix s'est porté sur Bernhard. J'ai trouvé ce thème extraordinaire, plein d'énergie dans le texte, et je me suis dit j'ai envie de monter ça. Le texte est difficile, mais il est vraiment d'actualité. Et ça faisait 10 ans que Dani voulait nous la faire jouer. J'ai lu la pièce et je me suis dit, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on le... Il faut le faire à fond, il faut le faire à fond. Et tout ce qu'il y a de mauvais en nous, il faut le cracher sur la scène. Sinon ça ne marche pas. Personnellement, j'ai un peu freiné les cas de fer parce que je trouvais qu'il y avait des rôles qui étaient totalement odieux, même si c'était des rôles. C'était un peu difficile, mais enfin, au fil du temps, bon, on se dit après tout, on peut le faire, mais à condition qu'il y ait une mise en scène qui soit vraiment, qui montre vraiment aux gens que c'est pas du premier degré, parce que là, ça serait horrible. Mon cher Sutalin, nous ne nous laisserons pas égarer. Cette ignoble presse de gauche peut écrire ce qu'elle veut, qu'elle écrive ce qu'elle veut. Mon cher Sutalin, j'ai liquidé le procès contre vous. Je vous ai acquitté. J'ai dit le droit, le droit. Fêtez avec moi ce soir l'acquittement de la véritable humanité allemande. Mon cher Suterling, nous sommes tous acquittés en ce grand moment de l'histoire allemande.
Et s'il était vrai que vous ayez tué quelques milliers de juifs, c'était assurément trop peu. On a toujours eu peur que les spectateurs le prennent mal. Il y a des gens qui n'ont pas compris du tout pourquoi remonter ça, que ce n'était pas d'actualité, que c'était vieux, daté, pourquoi parler toujours des Allemands, des nazis. Oui, c'est... Bon, on n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Quel racaille cela, au lieu de travailler, ils foutent tout en l'air. Tout, ils foutent en l'air. Parce qu'ils savent pas quoi faire de leur peau, parce qu'ils s'emmerdent. Autrefois, ça aurait pas existé que cette racaille descende dans la rue. Ce qui manque, c'est un homme à poigne. Sous Hitler, ça aurait pas existé une racaille pareille. Le théâtre, ça apporte beaucoup. Et puis de procurer du plaisir au public. Ça, c'est vraiment la chose... Je trouve la chose primordiale, c'est que quand on sent que les gens apprécient, on leur procure quelque chose et c'est incroyable. C'était un début. Au retour de l'île d'Ar, Thomas Bernhard ne me quitte plus. J'ai demandé à mes amis et collègues ce qu'ils pensaient du théâtre de Bernhard dans le contexte d'aujourd'hui. Je connais Thomas Bernhard et ça fait partie des rares auteurs avec lesquels j'ai une espèce de relation passionnelle, on va dire. Alors j'apprends à le connaître. J'ai une personne de mon entourage qui m'a conseillé sa lecture, donc j'ai commencé à le lire. Et là je suis sur une nouvelle de lui qui s'appelle Oui. Je ne suis pas du tout un spécialiste et je ne suis pas capable d'en parler de façon érudite. Mais je connais Thomas Bernhard comme personnage et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour sa position qui consistait à être autrichien mais à critiquer incroyablement le passé autrichien et ce passé qui n'est pas du tout, qui n'est pas passé encore. Il a été d'une violence envers ses compatriotes et notamment sur ce qui restait du passé nazi des Autrichiens et avec un humour féroce. J'ai lu le premier livre, c'était Le Neveu de Wittgenstein, je l'ai lu il y a, je pense, une trentaine d'années. C'est un petit chef-d'œuvre et il y a cette espèce d'écriture très particulière qui est l'écriture, comment je pourrais comparer ça à une scie électrique où il revient constamment en répétant la même phrase et c'est vrai qu'à la 10e fois qu'on entend, et notamment dans Le Neveu de Wittgenstein, je ne veux pas être grossier mais il le dit, je crois une dizaine de fois, il dit quand un groupe de gens se réunissent pour vous donner un prix littéraire, c'est qu'ils ont décidé tous ensemble de vous chier sur la tête et il répète tout le temps ça en disant, vous voyez, ça c'est un groupe, ils se sont mis d'accord, ils veulent me chier dessus. Une violence liée à son histoire, sa confrontation au nazisme, sa réaction vis-à-vis de la société autrichienne, même au-delà du nazisme, ce qui transparaissait dans ce roman, violence aussi tournée envers lui-même. Quant à son théâtre, bon, je connais de nom La Place des Héros, pièce qui avait été sifflée à Vienne, mais qui avait été montée ensuite et avait connu un succès lorsqu'elle avait été montée à la Comédie Française. C'est un théâtre insipide. Comme théâtre de divertissement, il est vrai, pas à sous-estimer. À Nathan le Sage, ce pathétique mensonger. J'y serais allé avec toi, mais Mina von Parnhelm, c'est trop risible. Nous décidons d'interroger Arthur Nosiciel. C'est lui qui, en 2004, a mis en scène La Place des Héros à la Comédie Française. Nous allons à Rennes, où il dirige actuellement le Théâtre National de Bretagne. C'est toujours un geste symbolique très fort de créer un auteur pour la première fois à la salle Richelieu de la Comédie Française. Et bizarrement, Thomas Bernhard
n'avait encore jamais été mis en scène à la Comédie Française, à la salle Richelieu. Monter aujourd'hui une pièce qui stigmatise à ce point l'antisémitisme autrichien, donc qui parle à ce point de l'antisémitisme d'un autre peuple, je trouvais que c'était gênant. Parce que je pense qu'en France, on n'a pas de leçons à donner aux autres. J'ai toujours pensé que la maladie française, c'était de ne pas avoir, c'était se refouler sur la collaboration et sur la guerre d'Algérie. Sur ces deux drames français, qui étaient la collaboration. Alors De Gaulle a voulu l'effacer pour qu'il y ait la paix civile. Tous les Français sont devenus résistants, d'après De Gaulle. Et la guerre d'Algérie, avec les tortures, avec tout ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. La pièce parle de quelque chose qui est beaucoup plus universel que juste l'antisémitisme autrichien. Elle parle de comment une famille juive profondément marquée par l'exil et par la guerre est de nouveau confrontée au retour de ce fantôme-là, qu'on croit toujours disparu et qui revient tout le temps, qui est cet antisémitisme, mais que c'est un antisémitisme qui remonte à la nuit des temps. C'est-à-dire que la pièce, elle s'inscrit dans quelque chose qui est de l'ordre du mythe. Steinhoff, je peux le dire, disait le professeur, a été, pour la plupart d'entre nous, le terminus. Les ordres majeurs et les ordres suprêmes, les nôtres, ne les ont reçus qu'à Steinhoff. Le professeur lui-même est allé 3 fois à Steinhoff avant la guerre. C'est de Steinhoff, en fait, que la famille Schuster est partie pour l'Angleterre. À Steinhoff, qu'ils se sont tous retrouvés et qu'ils sont partis du jour au lendemain pour l'Angleterre. Le professeur Strotzka, qui était chez nous en décembre, a fait avoir cette chaire à Oxford au professeur. Thomas Bernhard était traditionnellement monté comme un auteur grotesque, un peu bouffon, un peu farcesque. C'est-à-dire que sa force corrosive était mise du côté de la caricature, était mise du côté de l'exagération. Ce que fait Bernhard, c'est qu'il ouvre, tu vois, le cerveau de gens qui sont hantés, qui sont habités par ce ressassement. Ça fait partie des rares auteurs que à la fois j'adore et des fois qui m'agacent, des fois qui me révulsent, des fois qui... voilà. Donc il y a des moments de lecture absolument extraordinaires et il y a des moments où j'ai carrément envie de jeter le livre à la poubelle, tellement ça m'irrite. Voilà. Pour moi, Thomas Bernhard, c'est une littérature de l'irritation. Les textes de Bernhard sont difficiles. Ils touchent le lecteur brutalement, ils le déstabilisent. Pourtant, aujourd'hui, nous avons besoin de ce type de voix. Et je pense que le théâtre est un bon vecteur. Mon problème de metteur en scène, il est comment je vais créer de l'écoute. Comment je vais créer une attention à une écriture, quelle qu'elle soit, mais là, plus particulièrement, une écriture qu'on n'a pas envie d'entendre. Thomas Bernhard, si on l'écoute vraiment, on n'a pas envie d'entendre. On n'a pas envie d'entendre ce qu'il dit. On a envie de... C'est pour ça que le grotesque ou le comique, c'est facile, c'est une façon de faire passer. Et du coup, on s'était dit non, il faut vraiment que les gens entendent mot par mot ce qui est dit. Et que chaque mot ait la force d'une bombe, quoi. In der Finsternis wird alles deutlich. Und so ist es nicht nur mit den Erscheinungen, mit dem Bildhaften, es ist auch mit der Sprache so. Man muss sich die Seiten in den Büchern vollkommen finster vorstellen. Das Wort leuchtet auf. Dadurch bekommt es seine Deutlichkeit oder Überdeutlichkeit. Et c'était la dernière pièce de Bernhard. C'est une sorte de testament, c'est comme une confession voilée. C'est aussi la parole de quelqu'un qui s'épuise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air. Bernhard est mort du poumon et dont il était malade depuis l'enfance. Donc il a vécu toute sa vie avec cette question du souffle et de la respiration. Et bizarrement, pour quelqu'un qui avait peu de souffle, on a des phrases très longues. Et donc, quelque part, lui-même aurait été incapable d'aller au bout de ce texte, de le dire. Mais notre père voulait retourner à Oxford
pas à Neuhaus. Voilà son erreur d'avoir cru qu'il pouvait sans façon retourner à Oxford. Il a fini par s'apercevoir que ça ne marchait pas. Je suis si habitué à Neuhaus. Vienne me demande bien trop d'efforts, en ce moment. En mars, Vienne ne me vaut rien. Avant début juin, elle ne me vaut rien. À Neuhaus, en fait, rien ne te manquera. Notre mère est contente de t'avoir à Neuhaus. Notre mère dépérirait sans toi à Neuhaus. À Neuhaus, il n'y a que des vieilles gens qui ne s'en sortent plus à Vienne. Des vieux et des malades et des infirmes. Mais j'ai aimé Neuhaus dès mon enfance. Pour ta mère, c'est déjà plus difficile. Elle a toujours haï Neuhaus. Elle n'a rien haï comme Neuhaus. Votre père l'a exilée à Neuhaus. Maintenant, elle s'y est habituée. Mais elle ne fait rien d'autre que rester assise toute la journée dans son fauteuil, soit sur la terrasse, soit dans la salle à manger. Sur cette femme pèse aussi une malédiction. Si seulement c'était un personnage littéraire, mais c'est un personnage réel, ai-je toujours dit à votre père. Voilà le malheur. Nous rentrons. Nous sommes de plus en plus proches des élections présidentielles. Les idées du Front National gagnent du terrain. Le doute nous envahit. Comment continuer à travailler normalement et faire un film sur le théâtre? Le 28 avril 2017, il faut dire qu'on est en plein dans le marasme quand même, hein, c'est-à-dire c'est presque incompréhensible. Il y a plusieurs choses qui sont incompréhensibles, enfin pour nous, d'entendre comme des gens qui soit disent qu'ils hésitent ou qui s'abstiennent. Je ressens un oubli total de l'histoire, hein, un oubli de l'aveuglement du Parti communiste dans les années 30 en Allemagne, enfin je veux dire, et qui s'est trompé d'ennemi essentiel. Et on fait ça, enfin j'entends des choses absurdes, enfin. Je suis tellement angoissée de la folie que je vois s'emparer de certains de mes amis. Je peux comprendre la dépression de certains. Je ne peux pas comprendre que ça les fasse chavirer dans le camp du pire. Ça, c'est vrai que je ne peux pas comprendre. Je suis seul dans cette foule. Je me sens manipulé par les organisateurs. Je marche à côté de ceux qui crient « Mort aux banquiers ». Je ne suis pas venu pour cela. Je marche à côté de ceux qui appellent pour la création de l'État kurde. Me suis-je trompé de manif? Je marche à côté de ceux qui crient ni Macron ni FN. Leur cerveau fonctionne-t-il encore? Ces manifs servent-elles à quelque chose? Et le théâtre dans tout ça? On revient au point de départ. Je décide de parler du théâtre à Anna Smolar. Anna est une jeune metteur en scène en Pologne. Là-bas, ils ont déjà les populistes au pouvoir. Je suis curieux de savoir ce qu'elle pense du théâtre engagé. Évidemment, ce qui nous, les Polonais, aujourd'hui, là, depuis vendredi dernier, nous anime énormément, c'est le spectacle Klątwa de Oliver Frljić, qui est donc un metteur en scène croate. Sa méthode, c'est la thérapie de choc. C'est vraiment de faire des espèces de... il nous met sur la chaise électrique. Et ça fait du bien parce qu'il le fait avec une finesse dans son langage théâtral, dans son travail avec les acteurs. C'est très choquant. Il utilise des images qui sont absolument tabous et il y va sans aucun filet de sécurité. Et en même temps, je trouve que ce n'est pas du tout des gestes vides. Ce ne sont pas des gestes vides, c'est fin, c'est précis, ça fait mal là où il faut. Ça permet de prendre conscience de certains mécanismes. En l'occurrence, ce spectacle parle beaucoup de la place de l'Église dans la société polonaise et de comment nous sommes finalement sous son influence, même quand on se considère comme athée et complètement indépendant de ce que l'Église essaye de nous imposer. Et je trouve que ce spectacle donne la force de dire haut et fort où on se situe, quelle est notre opinion, notre vision du monde, notre sensibilité par rapport à ça. Sans avoir peur des conséquences. Je suis toujours un peu prudent parce que un art comme le théâtre devient trop militant, il risque aussi de devenir caricatural. Et je crois que c'est pas dans la caricature,
dans les idées un peu faciles qu'on peut trouver des solutions à des problèmes complexes. Et tu parlais de la menace du Front National aux élections. C'est justement en allant vers ces caricatures et en utilisant ce type de caricature que des mouvements comme ça aussi se développent. Si la question c'est de savoir si le théâtre se doit d'être engagé politiquement ou socialement, j'ai envie de dire pas forcément. En fait, selon moi, le théâtre et l'art en général se doit d'être indépendant. C'est-à-dire que ces deux sphères, donc la sphère de l'art et la sphère de la politique et sociale, peuvent se rencontrer et donner quelque chose de sublime, mais ce n'est pas obligatoire. Pour moi, la raison d'être, l'essence même de l'art, ça va être de transcrire ce qui fait notre condition humaine. Donc que ce soit nos doutes, nos peurs, notre ambition, nos envies, notre questionnement face à la mort. Et donc tout ce qui va nous imprégner, nous traverser. Et donc tous les thèmes abordés, tous les thèmes peuvent être abordés, mais pas forcément de messages politiques. Mon intention n'est pas de choquer, par exemple, même si j'ai besoin en tant que spectatrice d'être choquée parfois. Je ne crée pas de manifeste politique sur scène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner la parole aux gens et de donner aussi la parole à ceux qui sont loin de moi. Donc, par exemple, ça m'intéresserait énormément de faire un spectacle qui donne la parole à une jeunesse de droite, décomplexée, à un moment où c'est eux qui ont la parole, mais on ne la leur donne toujours pas dans des milieux artistiques justement un peu plus gauchistes, disons. Donc moi, ça m'intéresserait de les écouter et en même temps de me disputer avec eux un peu. J'ai vu aussi une pièce qui s'appelle La Tempête, qui était finalement la synthèse de deux œuvres, une œuvre de Shakespeare et une autre d'Aimé Césaire, qui est là et évoque, je ne vais pas dire qui est basé sur, mais en tout cas qui évoque fortement la question de l'esclavage. Ce qui m'a intéressée en lisant Une tempête d'Aimé Césaire, c'est qu'il reprenait scène par scène, acte par acte, La Tempête de Shakespeare. C'est une opération littéraire. Et c'était vraiment intéressant parce que c'était le meilleur moyen, en effet, de dénoter le racisme inconscient de Shakespeare. C'était une façon d'être militant tout en étant littéraire. Il doit apprendre à honorer les purs esprits, loin de tes bêtises des brutes. Le pur esprit. Mais mon pauvre Ariel, tu n'es que du vent, de l'air qui remue sur la terre, et tu te crois un pur esprit. Un pur esprit très puissant. Ne t'ai-je pas enfermé autrefois dans un arbre? Oui, mais voici, libéré. Est-ce que tu te rends compte que tu as démarré très rituel, et puis tu es revenu sur l'expressivité là? On a eu beaucoup de discussions entre Nelly et nous, savoir s'il fallait mettre plus de poésie ou plus d'action théâtrale. Voilà, toujours en pensant au public, toujours en pensant à ce que recevait le public. Et voilà, comment combattre, comment faire du théâtre engagé. Éducation, culture, faire réfléchir Prospero lui-même. Faire réfléchir Prospero. Mais... Arrête de rire. Je ne crois pas à la pièce engagée, je ne crois pas au théâtre engagé. Je ne crois pas à ça. Ça a été un moment, ça a été nommé comme ça un moment, parce que jusqu'aux années 50 ou 60, les gens ne se disaient pas « je vais faire du théâtre engagé ». L'engagement aujourd'hui, il est de donner vraiment, de défendre, pour moi en tout cas, quelque chose qui a toujours à voir avec le poétique, avec l'invisible, d'échapper à comment on va essayer de réduire les gens à une identité, réduire le monde à des images faciles. Elle est là la résistance. La résistance, elle est de garder son esprit alerte et de ne pas sombrer dans l'espèce de paresse intellectuelle dans laquelle on est, dans la pauvreté du discours dans laquelle on est. Mais le théâtre, il est engagé quand il défend l'art. C'est pas forcément militant, le théâtre engagé.
Je pense que une chambre en Inde, d'ailleurs, est assez typique de ça. Hein. C'est-à-dire que quand on s'interroge... Vous avez vu la chambre en Inde, oui. Quand on s'interroge, quand Nelia et les autres s'interrogent, alors de quoi il faut parler, hein, il faut parler de ceci, il faut parler de ça. C'est ça, il faut s'engager à parler de ça. Hein, il faut parler de l'eau, il faut parler des nappes phréatiques. Oui, d'accord, et on fait comment, théâtralement? Voilà. Il faut parler des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques. Jean-Paul, qu'est-ce exactement que les nappes phréatiques? Phréatique vient du grec phréar, qui signifie puits. Ce sont les nappes puisables, les puits de l'humanité. Regarde, il y a des lacs, des mers, des océans d'eau douce qui miroitent dans l'ombre sous nos pieds. La vie est là. Toutes les réserves d'eau douce de la planète sont là. Mais c'est tout noir. Oui, car se déverse, en ce moment où je te parle, des flots de pétrole, de purin, d'engrais, de pesticides, de métaux lourds. C'est un suicide collectif, une bombe à retardement. Mais théâtralement, on fait comment? La guerre. La guerre de l'eau. Le sujet du spectacle, il est là, devant nous. Il faut trouver une forme. C'est-à-dire que je pense qu'un théâtre engagé, c'est un théâtre qui veut parler du monde au monde et qui veut s'adresser à des gens qui leur rappeler qu'ils ont le pouvoir de changer le monde. C'est ça, au fond, un théâtre engagé. C'est un théâtre qui s'engage à donner des forces aussi, à rappeler à rappeler que les hommes ne se résigneront jamais. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, un théâtre engagé. Il faut préciser, il faut qu'on précise, c'est pas possible. Je suis un peu perdu. C'est quoi, par exemple? L'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. Hein. Voilà. Que tous les partis ont oublié et que toutes les religions ont combattu. Les religions sont les ennemis des femmes, et les partis ne les ont jamais défendus. Donc, c'est la première cause. Et tout d'un coup, on se rend compte, quand on parle de ça, que les gens traitent les femmes comme une minorité. Mais nous ne sommes pas une minorité. Hein? Je vais dire quelque chose qui est une évidence. Le féminisme, c'est universel. J'ai un ami, Jay Stern, qui est metteur en scène aux États-Unis. Jay me parle de la pièce qu'il vient de monter dans un petit théâtre à Manhattan. So the play I'm currently directing is an adaptation of a book written in the 1590s called The Worth of Women by Moderata Fonte. It takes place among 7 women of different periods of their life who are debating why it is that women have become second-class citizens. The second question, which is very important to them, is why do they find themselves still in love with them? I was particularly interested in this play because oftentimes when I understand that there's going to be a play that deals with women's issues, the members of the play are men. The thing that was interesting about this play was the cast was all women talking about women's issues, and that's surprisingly not something that I see very often. Je comprends que le théâtre engagé aujourd'hui traite des questions de société. Mais quel poids a-t-il face à l'Internet? Internet, film, live theater, literature, there's a wide varieties to tell stories about the human experience, and I actually love all of them. And I think that live theater is a particularly unique format in that you have both the
players, the actors, and the audience in the same room together, having the same experience together, and relating to each other in a very unique way that is not available to either in other formats. It's like someone once said, it's people in the light telling stories to people in the dark. On pourrait bien s'en débarrasser de théâtre, et on a besoin toujours de lui. Il y a eu la télé, le cinéma, ces images qui apparaissent sur l'Internet. Et malgré tout ça, on a besoin toujours de théâtre. On a besoin toujours de voir les gens, de se réunir. On est tous happés par les écrans, par un flux d'informations très agressif et très dense. Et le théâtre est un espace où le temps est différent, où le corps est différent et où les émotions, quand elles apparaissent et quand on arrive à les générer, peuvent conduire à une réflexion beaucoup plus profonde. Et je pense que le théâtre est absolument essentiel et qu'il va être de plus en plus important. C'est-à-dire, plus Internet va être puissant, plus le théâtre va être essentiel et on va en avoir besoin comme d'eau et d'air. Moi, je ne pense qu'au public. Je dis d'ailleurs souvent aux acteurs qu'on ne pense qu'à ça. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour la rencontre. Jak opowiedzieć tę historię, abyście byli pewni, że wszystko, o czym tu powiemy, jest prawdą. To się nie mieści w głowie. Komórki Hela. A czy wiesz, dlaczego te komórki są tak niesamowite? Nie wiem, powiedz. Są nieśmiertelne. Rozmnażają się bez końca. Dzięki komórkom Hela została opracowana szczepionka przeciwko polio. I nie tylko. Lista osiągnięć wciąż rośnie. À la différence des spectacles de commedia dell'arte traditionnels, où l'idée est quand même de manipuler le public pour arriver à une fin, pour le faire rire, c'est-à-dire le mettre dans un niveau émotionnel assez fort et pouvoir après le libérer et donc le faire rire. Nelly, elle a amené quelque chose où il y a du jeu dramatique en plus, et ça donne un mélange où la frontière entre le rire qui se moque ou le rire qui rit pour se libérer, ou enfin tous ces types de rire, la frontière elle est très mince au final. Enfin moi j'adore ça, de ne pas savoir comment va réagir le public. Dans les 540 personnes ou 560 personnes qui sont ici depuis aujourd'hui 103 fois, enfin, on peut espérer que certaines aient été encouragées, réconfortées, poussées vers un peu d'amour de l'homme. L'être humain, c'est tellement compliqué de dire que je vais changer la vision du monde de quelqu'un en 2 heures. Je peux déclencher une étincelle de réflexion. C'est-à-dire, si j'arrive déjà à faire que la personne se dise écoute cette chose-là et l'entende, c'est déjà pas mal dans notre société, puisque déjà, il a écouté un discours qui n'était pas le sien. Dans les spectateurs de nos théâtres, il y a des gens qui, à des moments, perdent un peu le sens des choses, qui vont perdre courage, qui vont perdre espoir. Alors, il ne s'agit pas d'être naïf et de leur donner de l'espoir pour leur donner de l'espoir, mais s'ils se sentent un peu tirés vers le haut, alors là, je pense qu'on remplit nos missions. You, the people, have the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then, in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. But the promise of these things, brutes have risen to power. But the lie, they do not fulfill their promise, they never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.
pense que la haine a fait son temps comme carburant de l'action sociale et politique. Voilà. Je pense qu'il y en a marre maintenant de la haine comme outil de progrès social. Les Français ont rejeté dans les urnes le Front National, mais ces idées progressent. Heureusement, il existe des poches de résistance. Le théâtre en est une. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's and women's happiness. Humans, in the name of democracy, let us all unite!